Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Il est quand même avec nous aujourd'hui. Il a réussi à devenir et d'arriver de sa belle banlieue parce qu'il ne roule pas avec un réservoir à essence. C'est ce que j'allais vous dire, exactement. Moi, je suis en voiture électrique et je n'ai pas de soucis d'énergie puisqu'il n'y avait pas la queue à la borne pour recharger la voiture. Donc voilà. Et puis, on peut toujours la charger chez soi. On trouve toujours une prise. Donc, si la crise continue, ceux qui sont en voiture électrique vont avoir la banane. Je vais même vous dire, ça sera un essai bientôt. Hein, c'est la nouvelle Kia e-Niro. Et on parlait la semaine dernière de la possibilité avec sa voiture électrique d'alimenter sa maison. Eh bien, cette voiture-là, elle le fait. Donc, voilà. C'est la Kia e-Niro. E-Niro. À ne pas confondre avec Invino qu'on retrouvera à 13h. Après, on parle auto sur Sud Radio. Allez, au programme, évidemment, on va souhaiter bon courage à tous ceux qui font des queues de 1h, 2h, 4h pour arriver à trouver un peu d'essence. S'il vous en reste, ne paniquez pas. Peut-être qu'il y aura, voilà, vous avez vu ce qu'on a entendu, c'est-à-dire que les camions vont pouvoir rouler exceptionnellement ce week-end. Donc, sans doute que lundi, tout sera arrangé. Et puis, marcher, faire du vélo, c'est sympa aussi quand il fait beau. Bon, dites donc, au programme, on va parler des filles et des motos. Oui, il y a seulement 10 ans, 10% des motards étaient des motardes. Enfin, de ceux qui passaient le permis moto étaient des femmes. Aujourd'hui, c'est 30%. Ouais. Et on fait pourtant de l'équipement qui est très très masculin. Et il y a des jeunes filles qui se sont dit, tiens, et si on féminisait un peu tout ça, tout en assurant la sécurité. Donc on peut à la fois être chic, tendance, et en sûreté quand on est une femme sur une moto. Être chic et protéger des chocs. Exactement. Oh, ça c'était joli ça. C'est un slogan, on pourrait y leur vendre. Ouais. Oh, je le donne. Arrêtons de vendre les choses. Si on faisait la vie, c'est pas que de l'argent. Quoique, un petit peu quand même. On va parler d'environnement aussi et le marché de la pièce de réemploi qui trouve pas sa place en France. Qui décolle pas vraiment, alors que vous savez que les réparateurs sont obligés par la loi maintenant de vous proposer deux devis. Un devis avec des pièces neuves et un devis avec des pièces de réparation. Évidemment, pour se défendre, ces réparateurs disent oui, mais sur la pièce d'occasion, on va appeler ça comme ça pour que tout le monde comprenne, sur la pièce d'occasion, le sourcing, donc l'approvisionnement est moins efficace que sur les pièces neuves. On a des délais qui sont plus longs, il y a des pièces qu'on ne trouve pas. Alors on va essayer d'éclaircir un peu tout ça. Est-ce que vraiment c'est plus long d'obtenir un alternateur d'occasion, donc qui a été reconditionné, hein, c'est pas une pièce qu'on a c'est pas. En fait, les gens ont l'image de la casse automobile d'antan, où on va démonter le truc sur la voiture. C'est plus ça du tout aujourd'hui. Il y a des sociétés modernes qui démontent pour vous, qui reconditionnent, c'est un peu comme pour les téléphones, réemballent. Voilà, vous recevez les tablettes, pas. Exactement. Les lave-vaisselle, les lave-linges. Voilà, c'est du reconditionnement de qualité. On va parler du 20e salon, enfin la 20e édition du salon Automédon au Bourget. Donc là, ce sera dans notre aujourd'hui et demain. Donc si vous voulez, une fois que vous aurez, alors vous pouvez monter dans votre voiture, nous écouter en allant à Automédon. Si vous trouvez de l'essence, voilà. Pardon. Non, je vais arrêter avec cette blague de balle, parce que moi je dois partir demain. Moi j'irai demain normalement à ce salon. Et j'ai pas de jus, je vais prendre le train. Et puis évidemment. Et n'oubliez pas à Nogaro, pour ceux qui nous écoutent. Oui, c'est là ce que j'allais dire. C'est aujourd'hui. Classique, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain 8 et 9, effectivement, le grand rendez-vous de Nogaro Classique. Alors évidemment, vous le savez, cette émission est la vôtre. Vous êtes tous nos co-animateurs en vous mettant sur la page Facebook de Sud Radio. Je serai votre voix. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent déjà et vous êtes fort nombreux. Et puis vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 afin de participer à notre rendez-vous, poser vos questions pratiques auto à l'ami Jean-Luc ou même tout simplement donner votre avis sur un sujet qui sera évoqué. Et puis aussi par mail, je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien On parle auto et vos coordonnées complètes. Allez, c'est parti, on prend le volant. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Avant de vous retrouver pour la première question auditeur de l'émission 0826 300 300, nous allons évidemment évoquer la marque qui équipe les femmes en toute sécurité à moto, et c'est Camille Pigeot que nous recevons sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour Camille. Bonjour, Camille Pigeonnier. Pigeonnier, Pigeonnier, voilà. Non, parce qu'alors, faut qu'on vous explique le hors antenne, parce qu'on va raconter. Parce qu'en fait, il y avait bien marqué Pigeonnier sur l'affiche. Mais en fait, vous avez un hashtag pigeon, c'est ça? Oui. Voilà. C'est mon surnom aussi, donc je me suis fait avoir avec ça. Bon, ouais, je copierai 100 fois. Je dois appeler plus régulièrement Camille. Voilà, par son vrai nom. Camille, en tout cas, vous êtes fondatrice de Eudoxy.
Oui, tout à fait. On a monté une marque d'équipement moto il y a 5 ans, bientôt 6, là, ça se rapproche de la sixième année. Et on pense et on fait de A à Z des équipements vraiment pour la femme. Pour la motarde. Le constat de départ pour fonder cette marque, c'était quoi? Vous trouviez que les équipements moto qui étaient destinés aux femmes, parce qu'il y a des blousons quand même pour les filles, vous trouvez que c'était pas très sexy Oui, c'est ça, on avait du mal à s'équiper quand on faisait de la moto. Et puis c'est vrai que moi, quand j'ai commencé la moto, la protection, ça n'existait pas. Donc plutôt habituée à rouler donc avec des vêtements, des cuirs quand même assez épais, mais sans protection à l'intérieur. Et c'est vrai que on voit maintenant donc pratiquement tout le monde roule avec des protections. Et comme il n'y avait rien qui nous allait sur le marché de la femme, et ben on a décidé de monter notre propre marque. On va le faire. L'ami nous-mêmes. Jean-Luc, je vais proposer à tout le monde d'aller faire un tour sur le site eudoxie.shop, EUDOXIE, pour voir un peu la collection. C'est magnifique. Voilà. Merci. Non mais On sérieux, retrouve même... Madame TDHA. Non mais sérieux, même moi Chasser le naturel. moi qui veut passer mon permis moto, qui n'a pas encore trouvé le temps de le faire, peut-être que ça va être l'année. Sérieux, mais moi même sans être motarde, je m'habille comme ça. C'est hyper élégant en plus d'être protecteur, c'est joli. Oui, alors protecteur, tiens justement, qu'est-ce que vous intégrez comme protection dans les vêtements? Alors sur certains, c'est homologué, tiens déjà. Oui, c'est homologué. Donc on fait des vestes homologuées AA, on fait des gants homologués donc avec différents niveaux d'homologation. Bon, après c'est assez technique, je vais peut-être pas parler de tout ça, mais oui c'est homologué pour la route. On met dedans donc une dorsale, des protections pour les épaules et pour les coudes. D'accord. Et pour excusez-moi, mais il y a un truc tout bête chez la femme, la poitrine, il existe des choses ou pas? Sur la poitrine, non. La poitrine, ça va être plutôt pour des pratiques d'enduro où on va mettre des parties, mais il n'y a pas pour la poitrine, puisque quand on tombe, en fait, on tombe plutôt sur le côté, sur le dos. C'est vrai qu'on ne tombe pas à plat ventre normalement. La veste moto en cuir ami, elle est super jolie. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. C'est bientôt mon anniversaire. Dans un mois, pile poil. C'est ça, on essaie d'allier la mode et la moto. Donc c'est vrai que vous pouvez trouver nos cuirs sont très fins et avec beaucoup de petits détails. On fait des boutons embossés. Le cuir, c'est un cuir pleine fleurs avec une belle épaisseur pour l'homologation. Enfin, c'est vrai que tout ce qu'on fait, on essaie de le faire pour le porter aussi la journée, la soirée, et en ville sans ressembler à un robot, quoi. Ouais. C'est vous qui dessinez les modèles? Oui, c'est mon associé qui fait ça depuis le début, celle qui dessine tout ce qu'on fait. La veste cuir avec les manches damier. Bon, ça y est, j'ai compris. Ah, moi je suis fan. Je réécouterai l'émission pour être sûr du modèle. Et c'est fabriqué où? Parce qu'aujourd'hui, ça compte quand même dans l'achat d'un vêtement. On essaye de plus en plus, alors d'une part, d'avoir des matériaux qui sont, alors entre guillemets, bio, et puis de connaître la provenance. C'est pas fabriqué à Taïwan ou en Chine. Alors, le cuir moto, originellement, est fabriqué au Pakistan. Donc, nous, on travaille aussi avec une usine au Pakistan. D'accord. Il faut savoir que c'est eux qui ont le savoir-faire et c'est par là que ça se passe. Donc, nous, on travaille avec une usine hyper premium. On n'a aucun intermédiaire. Donc, on est vraiment en direct avec eux. Tout ce qui est coton, c'est du coton bio et qui est aussi PETA. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de test sur les animaux où il n'y a aucune origine animale dans nos tissus. Et ça, on sait faire au Portugal et certaines transformations, on les fait en France. D'accord. On les trouve où, ces vêtements? Alors sur Internet, parce que Laurence vient de le dire, donc oui. on peut aller sur le site. Mais sinon, il y a des boutiques qui vendent votre collection? Oui, tout à fait. On est distribué donc sur notre site Internet, mais aussi dans des magasins spécialisés moto. Vous pouvez nous retrouver chez enseigne Maxès, par exemple. Et après, dans des magasins de centre-ville, pour ceux qui aiment bien la Bayonne, j'ai une très belle cliente qui a une belle boutique qui s'appelle Bonnie and Ride. Pour les femmes. Mais voilà. C'est vraiment un marché qui décolle, parce que je disais tout à l'heure que il y a 10 ans, c'était 10% de ceux qui passaient le permis moto, c'était des femmes. Aujourd'hui, c'est 30%. Donc c'est vraiment un marché qui grandit. Oui, tout à fait. Alors nous, on s'adresse vraiment à la jeune motarde. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui viennent de passer le permis. Mais vieux motard que jamais. Et voilà. Bonne blague.
Et du coup, c'est vrai qu'avec le confinement, il y a beaucoup de gens aussi qui ont rêvé un peu d'aventure, de liberté, d'indépendance, et c'est vraiment tout ce qu'apporte la moto. Et nous, derrière, on a une marque, mais on a aussi un lifestyle, et on essaie de le communiquer beaucoup sur les réseaux sociaux. On fait pas mal d'interventions sur notre Instagram en disant les filles, allez-y, le permis de moto, c'est pas si compliqué que ça. Arrêtez de vous mettre des barrières, parce que c'est vrai que les gens disent ah ouais, t'es une fille, tu fais la moto, mais t'as vu, t'es pas grande, puis elle est trop lourde, elle est trop rapide. Et nous on dit non, en fait, tout le monde est capable. Ouais. Voilà, c'est ça. Et vous pensez que le fait de leur proposer donc des vêtements qui sont à la fois élégants mais en plus sécuritaires, ça peut les inciter à venir à la moto? Ça peut être dans l'autre sens? Oui, tout à fait, parce que ça rassure aussi l'entourage. Moi, j'ai beaucoup de clients hommes qui achètent pour leurs femmes mes équipements. Parce qu'ils disent, ah ben, tu te mets à la moto, mais bon, du coup, voilà, il faut se faire protéger. Camille, une dernière question. Vous parliez des jeunes motards, mais il va falloir développer aussi une jolie ligne pour les motards plus seniors. C'est quoi pour vous une jeune motarde? C'est quelqu'un qui vient juste de passer son permis, même si elle a 60 ans? Oui, tout à fait. D'accord, ok. Non, nous, on englobe tout le monde. Okay. On fait des tailles du XS au double XL, et sur des moments aussi, on peut faire des tailles encore plus petites ou encore plus grandes. On essaie de s'adresser à toutes les morphologies de femmes. Et oui, quand je parle de jeunes motards, c'est de jeunes permis. Voilà. D'accord, super, c'est mieux. Merci beaucoup, Camille Pigeonnier. Merci, Camille. Merci à vous. Vous nous tenez au courant, hein, ça marche. de l'évolution. Et on retrouve la marque Eudoxie, Ça s'écrit E-U-D-O. X-I-E. Voilà, pour les jeunes et les vieilles motards. En tout cas, vous n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et quant à nous, on vous retrouve dans quelques instants au 0826 300 300. Petite particularité sur la page Facebook de Sud Radio, vous êtes déjà nombreux à nous dire, moi, dans ma région, il y a de l'essence, etc. Continuons, puisque la France, c'est pas simplement les Hauts-de-France. Un petit point, tiens. Ou Île-de-France. À midi, un point avec vous pour vous nous indiquer où est-ce qu'il y a de l'essence. Voilà, faites ça. Voilà. Et vous commencez à vous inscrire tout de suite sur la page Facebook de Sud Radio ou au standard au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et on va d'ailleurs tout de suite, si tu le veux bien, mon ami Jean-Luc, féliciter Bastien qui vient de mettre sur la page Facebook de Sud Radio un site internet qui s'appelle, c'est une carte en temps réel, hein, pénurie.mon-essence.fr, et ça permet de savoir où est-ce qu'il y a les stations qui sont fermées, il n'y a plus rien, les stations où il y a encore des choses. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui font la queue aux stations. Ouais, vous savez qu'Ouez propose ça également, à demander aux gens de remonter les informations sur la disponibilité ou pas. Ben moi je le vois parce que j'ai 2 stations-service juste à côté de chez moi, des Total, et à certains moments de la journée elles peuvent être ouvertes et à d'autres moments elles peuvent être fermées parce qu'il y a simplement plus de carburant. Voilà, exactement. Voilà. Donc vous n'hésitez pas, et puis sur la page Facebook, hein, vous pouvez marquer sur la page Facebook de Sud Radio, évidemment sur le direct de On Parle Auto, il y a de l'essence à tel endroit, il y a de l'essence à tel endroit, on peut y aller, on va être en commun, parce que c'est ça aussi une radio, c'est de créer des complicités, des communautés. Tiens, salut Yves. Bonjour Yves. Comment ça va? Ça va. Oh, quelle belle voix. Vous êtes où, vous? En Bretagne. Et il y a de l'essence en Bretagne? Il faut chercher un peu, mais il y en a. D'accord. Bon, parce que je dois y venir demain. On vous écoute pour votre question. Rendez-vous auditeur au 0826 300 300. Oui, j'ai été flashé le 24 avril. J'ai payé en télépaiement le 24... non, j'ai été flashé le 24 février. Et je l'ai payé en télépaiement le 24 avril. Oui. Et là, je me suis fait flasher de nouveau le 30 juillet. D'accord. C'est la date de deuxième infraction qui compte, ou on peut jouer sur les 6 mois? Alors. Déjà, on va essayer de plus se faire flasher, ça serait bien. Ouais, non, mais bon, ça, malheureusement, quand on roule beaucoup, ça vous est sans doute arrivé de vous demander à un moment à quelle vitesse c'est limité. Il y a certaines nationales, on passe de 70 à 80, à 90, donc il suffit que vous loupiez un panneau parce que vous étiez, il était caché par un camion ou par un véhicule, et puis vous faites bêtement avoir, alors que vous étiez persuadé d'être à la bonne vitesse. Donc et à moins de 10 km/h en général. De dire il faut respecter pour pas perdre de points, c'est ridicule. Ok. Voilà. C'est comme mais dire, j'avais envie de le dire quand même. Ne perdez pas de points, restez chez vous, voilà, ou roulez à vélo. Et encore. Oh, je me fais regarder là. Et encore à vélo, dans Paris, est limité à 30. Il y a une rue en pente, on peut être à plus de 30 à vélo. Hein.
Bon, ils sont pas verbalisés, mais donc voilà. Donc ceux qui roulent perdent des points, ça c'est clair. Ceux qui ont tous leurs points, c'est qu'ils roulent jamais. Bon, alors donc vous avez perdu. Vous savez que c'est la date à laquelle le règlement de l'amende est enregistré qui compte comme date. Hein. Donc c'est le 24. Vous m'aviez dit avril, c'est ça ? Oui. 24 avril qui compte. Donc si je compte 6 mois, 24 avril, alors 24 avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 24 octobre, on n'en est pas très loin. Et l'autre PV, vous l'avez eu quand ? Ah oui, en juillet. Ouais, le 30 juillet. Ah ouais, non, et vous ne l'avez pas payé encore ? Non. Ah, faites gaffe, hein, vous avez le délai de 45 jours. Au-delà du délai de 45 jours, vous allez avoir l'amende majorée. Et l'amende majorée, à partir du moment où l'amende majorée est mise, vous perdez automatiquement les points. Aïe. Ah oui, donc c'est mort. Ah ouais. Donc, faut faire gaffe dans la gestion. Hein. Dans la gestion, je rappelle pour tous ceux qui nous écoutent, à qui ça peut arriver. Vous recevez le PV. Vous avez 15 jours pour régler ou 30 jours si vous réglez de façon dématérialisée. En clair, si vous payez sur Internet. Là, vous payez l'amende minoré. Ok. Donc de 95 au 90, on passe à 45 généralement. Vous payez. Alors si vous avez été pris en ville, c'est 80. C'est l'amende normalement, c'est 135, ça sera 90. Si vous avez été pris hors agglomération, ce qui est le cas la plupart du temps, vous paierez 68 € et vous perdrez un point. Donc ensuite, vous avez l'amende. Si vous dépassez les 15 ou les 30 jours, vous payez l'amende forfaitaire. Donc l'amende forfaitaire, vous avez jusqu'au 45e jour pour la payer. Au-delà du 45e jour, vous passez dans le régime de l'amende majorée. Et le problème de l'amende majorée, c'est que vous perdez un point. Alors dans votre cas, le premier point que vous avez perdu, vous n'allez pas le récupérer puisque vous avez eu une infraction dans le délai de 6 mois. Donc celui-là, vous le récupérerez dans 2 ans à la date. Donc vous prenez 24 avril, avril. 24 avril, vous comptez 2 ans, 24 avril, et vous récupérez ce point-là. En 2024. En 2024, le 25 avril. Le point que vous avez perdu en juillet, puisque là, vous l'avez perdu. Si vous n'avez pas réglé l'amende, là, il est perdu. Donc en plus, vous allez payer l'amende majorée. C'était pas forcément une bonne stratégie. Un bon calcul, puisque ça va vous coûter 180 €. Voilà. Et celle-là, si vous n'avez pas d'infraction, vous récupérerez ce point-là dans 6 mois. Donc, à la date où vous payez. Donc, moi, je vous invite à le payer. Alors, tentez le coup, parce que l'État a besoin d'argent. Tentez le coup de régler l'amende forfaitaire. Donc, tentez le coup. Hein, vous allez bien voir si ça passe ou pas, avant de recevoir l'amende majorée de 180 €. Donc, essayez de payer ça, et là vous récupérez à la date. Donc on est le combien aujourd'hui ? On est le 8. On est le 8 octobre. Donc si vous payez aujourd'hui, vous récupérez, comptez 6 mois à partir d'aujourd'hui, et vous récupérez le fameux point dans 6 mois. Mais c'est vrai que c'est galère. Hein. Oui, puis c'est compliqué. C'est compliqué, franchement. Le système à points, il pourrait être simple, mais il est compliqué. Il est compliqué, le système des amendes. Il est compliqué avec les amendes forfaitaires, majorées, minorées, etc. Avec des délais qui ne sont pas les mêmes si on paye, si on paye en ligne ou pas. Enfin, vous voyez, faut vraiment aujourd'hui être un avocat spécialisé en droit routier pour arriver à maîtriser parfaitement. Mais ça vaut le coup des fois de faire des calculs intéressants. Si vous allez récupérer un point et que vous recevez une amende, tirez jusqu'au bout le délai. Yves, vous avez été pris à combien là sur le dernier ? 87 au lieu de 80. Ah ouais, c'est toujours des trucs comme ça. C'est les moins de 10 km/h qui sont. Bon, Yves, on va vous souhaiter bon courage. Et puis, dommage. Hein. Surtout, non, mais sérieux. Surtout avant de recevoir l'amende majorée, payez maintenant. Payez l'amende forfaitaire normale. Au moins, vous ne perdrez pas trop de sous. Moins. Ok, donc c'est 68 €. C'est 68 € au lieu de 180. Donc, tu vois. Bon courage, Yves. Et puis, vous êtes où en Bretagne ? Dans quel département ? Brest, Finistère, on écoute tout au bout. Soit sur le DAB+, si vous avez ça sur votre voiture, soit évidemment sur Internet ou l'application Sud Radio que vous pouvez télécharger sur vos téléphones portables. Merci Yves. Faites comme Yves, vous avez une question à poser, 0826 300 300. Dans quelques instants, ce sera l'essai de la semaine. L'ami Jean-Luc prend le volant de la Jeep Compass 4XE. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto.
et on prend le volant. Et dans quelques instants, quelques minutes avant midi, nous allons parler du marché de la pièce de réemploi qui ne décolle pas en France. Mais pour l'heure, nous allons suivre autant sur la chaîne YouTube de Sud Radio l'essai complet en vidéo by Jean-Luc M de Paris qui prend le volant d'une Jeep cette semaine. Le Jeep Compass, alors 4XE. Hein. Le Jeep Compass est la deuxième meilleure vente de Jeep en France. Le Compass est passé par la case restylage. Alors, c'est surtout l'intérieur. Hein. L'extérieur change assez peu. Et surtout électrification pour conserver son capital séduction. On essaye la version hybride rechargeable la plus puissante, 240 chevaux, et la finition la plus haute. Ça expliquera le prix qui pique un peu les yeux à la fin. C'est une voiture plutôt jolie. Elle était jolie. Ils n'ont pas changé grand-chose à l'extérieur. Il y a des feux LED à l'avant. Il y a des nouvelles jantes. Bon, c'est du 19 pouces. C'est malheureusement ce qui causera le principal défaut de la voiture. C'est un engin qui fait 4,40 m de long. C'est pas un des plus grands. Ça se ressent au niveau du volume du coffre qui fait que 420 litres. Bon, à l'inverse, l'habitabilité est correcte. Mais ce qui change beaucoup, c'est la présentation intérieure. Le tableau de bord est tout nouveau. Avant, on avait un écran central qui était fait un peu pour les taupes. C'est-à-dire qu'il était... Ou les presbytes. Voilà, il était presque sous les sièges. Non, il était très bas, c'était pas pratique. Maintenant, il est revenu en haut du tableau de bord. En plus, il a une dimension qui est assez honnête. Il fait 10,1 pouces de large. Face au conducteur, on a également un écran numérique. Alors là, par contre... je ne sais pas de quoi avaient abusé les graphistes qui ont fait le design de ce tableau de bord, mais à la fois c'est moche et pas lisible. Alors sur un écran numérique, arriver à faire moche et pas lisible, faut vraiment être très très fort. Bon, c'est une version S, donc elle est super bien équipée. Vous avez par exemple le volant chauffant, les sièges à réglage électrique, chauffant, ventilés, et Jeep vous dit un intérieur cuir, mais qui n'est pas en cuir. Parce qu'aujourd'hui, on vous vend du cuir, mais c'est du cuir de pétrole. Vous voyez, c'est du plastique en fait. Hein. Cuir de pétrole, c'est joli ça. Du cuir synthétique, voilà. Bon, volant multifonction. Alors il y a un truc que j'ai pas compris. À droite, il y a les aides à la conduite. À gauche, l'infodivertissement. C'est le contraire des autres voitures. D'habitude, c'est les Anglais qui nous font des trucs comme ça, qui font l'inverse. Mais là, c'est les Américains. Bon, écoutez, tant pis. Bon, au tableau de bord, on sélectionne également les différents modes de fonctionnement. 100% électrique, puisque je vous ai dit, c'est hybride rechargeable. Hybride, et il y a un mode qui s'appelle e-save. E-save, c'est quoi? Ça maintient. Alors il y a deux fonctions. Soit ça maintient la charge de la batterie. Si vous devez aller rouler en ville, par exemple, que vous êtes sur l'autoroute, ça ne va pas décharger la batterie. Soit ça recharge la batterie si elle était à un bas niveau. Mais là, vous faites tourner le moteur essence pour recharger la batterie. En termes de d'économie ou d'écologie, on est exactement, c'est zéro. Donc ça, vaut mieux éviter. Voilà. On a conservé des boutons physiques pour la commande de la climatisation et puis le bouton de volume de l'installation audio. Alors c'est le modèle haut de gamme. Donc il y avait normalement une installation audio haut de gamme. Je vois pas en quoi elle est haut de gamme. J'ai pas été séduit par le son, hein, alors que je suis assez exigeant en la matière. Et puis, comme on est dans une Jeep, on a des capacités tout-terrain plus importantes. Ça a beau être un SUV. Tout d'abord, on a 4 roues motrices sur ce modèle. On a l'essieu avant qui est entraîné par le moteur thermique, l'essieu arrière par le moteur électrique. Et puis, on peut verrouiller en 4x4. On a même un mode qui s'apparente à une gamme courte qu'on avait sur les vrais 4x4 franchisseurs à l'époque, qui permet de rouler, par exemple, sur, j'allais dire de faire du franchissement, peut-être pas, mais de rouler sur un terrain vraiment très accidenté. Le problème, c'est que si on roule sur un chemin ou un terrain accidenté, la suspension et les pneus taille basse de notre modèle sont très inconfortables. Aïe. Ça tape un petit peu. C'est mieux sur route. Tout d'abord parce qu'on dispose d'une puissance qui est conséquente. On a un moteur 4 cylindres essence, 1,3 litre turbo de 180 chevaux qui entraîne les roues avant, comme je vous l'ai dit, puis un moteur électrique de 60 chevaux, alimenté par une batterie de 11,4 kWh qui entraîne les roues arrière. On peut faire entre 40 et 50 km en mode 100% électrique. Dans ce cas, la voiture, vous l'avez compris, est une propulsion, puisque c'est le moteur électrique à l'arrière. À noter qu'on n'a pratiquement pas de frein moteur en mode normal, mais ils ont pensé... Alors, pourquoi ? Parce que le mode le plus économique, c'est la roue libre. Quand vous êtes à vélo, vous comprenez bien que quand vous arrêtez de pédaler, si le vélo se met à freiner, vous n'allez pas être content. Et bien là, c'est pareil. Le mode le plus économique, c'est la roue libre. Donc, pour ceux qui veulent, par exemple, pour rouler en ville ou avoir plus de récupération, plus de frein moteur, donc il y a un petit bouton, on appuie sur le tableau de bord, ça augmente le frein moteur. Bon, sur route, le mode le plus approprié, ça reste automatique, parce qu'il y a plusieurs modes. On a sport. En sport, le moteur essence, et franchement, il fait trop de bruit dans l'habitacle. Les performances sont bonnes. C'est un véhicule qui fait 1935 kg, mais il accélère quand même de 0 à 100 en 7 secondes 8, c'est bien. Le châssis est plutôt efficace à 2 détails près.
la direction est vraiment inconsistante. Et puis la suspension, alors ça c'est lié à notre version avec les roues de 19 pouces, est vraiment un peu ferme. Autre défaut, on a un système de maintien dans la voie qu'il faut absolument désactiver. Ah ouais. Parce que celui-là, il est vraiment violent. Ah alors ouais. vous en avez, alors cette semaine j'étais avec une Mercedes en essai, ce sera l'essai de la semaine prochaine, où le maintien dans la voie est vraiment très doux, on peut le laisser, mais là sur le Jeep, il faut vraiment le virer. Ouais, parce ça que... fait mal. Enfin, mais en ligne droite, ça vous fait zigzaguer, donc Ah ouais. c'est quand même juste énorme. Consommation 4,8 litres au 100 plus l'énergie de la batterie quand vous démarrez le matin avec la batterie chargée. Au-delà, quand la batterie est déchargée, 6 litres au 100, c'est plutôt bien pour un véhicule de presque 2 tonnes et qui fait 240 chevaux. Bon, après, le truc, c'est que 52 000 € pour cette version 4X S, c'est un peu cher. Vous pouvez avoir... C'est plus cher que la concurrence Peugeot 3008 par exemple. Mais si vous voulez une Jeep, il y a une version 190 chevaux de ce modèle qui finalement en offre presque autant et qui sera moins cher. Alors est-ce que c'est une vraie Jeep? C'est la question qu'on se posera. Ouais. De Stéphane, oui, notre troisième co-animateur sur la page Facebook de Sud Radio, que l'on invite à venir nous retrouver un jour en studio s'il n'est pas trop loin. Elle semble à moitié finie au niveau accastillage. Est-ce qu'une impression? Alors non, c'est pas trop mal fini. Accastillage, ça veut dire quoi? Oui. Bah, à l'intérieur, tous les petits détails, c'est ce qu'on appelle la qualité perçue. D'accord, voilà. très bien. Non, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Voilà. Si ce n'est, je vous disais, le tableau de bord, le graphisme du tableau de bord, franchement, je sais pas qui l'a fait, mais il ferait bien de changer de métier. Et bonjour à Catherine qui nous rejoint, tout autant que Didier, également Aouche qui est là aussi, à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent sur la page Facebook de Sud Radio. Évidemment, on parle auto continue. Sud Radio, on parle auto. Et tout de suite, nous allons accueillir un auditeur, je vous le rappelle, 0826 300 300. Vous avez une question à poser, un avis à donner, ou simplement besoin d'échanger ou envie d'échanger avec l'ami Jean-Luc, ou moi-même, mais c'est surtout Jean-Luc, le pro auto, vous l'avez compris. 0826 300 300. Salut Pascal. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Laurent, c'est Jean-Luc, et merci de m'accueillir. Avec bonheur, vous êtes où? J'habite les Yvelines, un petit village de 2000 habitants qui s'appelle Crépierre. Que je connais bien et qu'on écoute. Non, c'est pas encore le mois de février. Et on écoute Sud Radio sur le 99.9. Absolument. On vous écoute. Alors, je suis malheureux, alors non pas tout à fait propriétaire, mais on va dire possesseur d'une Zoé 2 en LOA. D'accord. Qui est d'octobre 2019, que j'ai en LOA. Ah, donc une des toutes premières Zoé 2, alors. C'est une Zoé 50 intense, oui, une des premières. Ouais, d'accord. Alors que j'ai depuis septembre 2020, c'est une occasion très peu récente, très peu kilométrée grâce entre guillemets au Covid. Donc ma femme utilise au quotidien pour tous ses trajets, travail, loisirs, sport, etc. Et c'est une voiture sur laquelle on a depuis le début des micro-coupures du moteur électrique avec des messages d'erreur rouge, pas de moteur électrique, une immobilisation complète en juillet 2021. Elle est restée un mois au garage. Quand ils ont mis la valise du tout, ils n'ont rien trouvé, ils ont juste reprogrammé la voiture. Nouvelle panne complète en juillet 2022. Fin de ce mois, donc j'ai hurlé chez Renault, ils m'ont envoyé la voiture dans un garage qui avait un technicien électrique. C'est la question que j'allais vous poser, parce qu'en fait, la difficulté aujourd'hui, c'est de trouver un technicien compétent en matière de véhicules électriques. Et ce qui est énorme, c'est que Renault a été quand même un des premiers constructeurs à se lancer dans le véhicule électrique et qu'ils n'ont toujours pas formé de techniciens compétents en la matière. Alors, en l'occurrence, j'en ai trouvé un. Ah, ça c'est bien. Il est où? Il est à Poissy. Chez Renault Robespierre à Poissy. D'accord. Donc, la voiture arrive via la dépanneuse, je rejoins le garage, je vois le technicien électrique, il me dit écoutez, j'ai branché la valise, votre voiture elle a redémarré, il n'y a rien. Je lui dis écoutez, là je vous en supplie. Roulez avec. On a eu une panne complète il y a un an, les gens n'ont rien trouvé, on a des micro-pannes électriques. Ma femme a même laissé tomber d'aller chez Renault parce que la voiture redémarrait tout de suite. J'ai dit là, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rechercher la panne? Donc il a dit écoutez, je vais essayer. Il a pris la voiture, il a roulé une semaine avec et il l'a remise en panne. À ce moment-là, il a pu brancher les tests et il me dit le moteur électrique est mort. Ouais. Alors vous n'êtes pas tout seul dans ce cas-là, c'est vraiment... Alors Renault a fait le choix de développer un type de moteur que n'ont pas les autres constructeurs. Il y a que BMW et puis Tesla dans certaines mesures qui ont développé cette technologie. C'est des moteurs synchrones bobinés, donc c'est différent de ce que font les autres, mais ils ont eu des soucis. Alors ils ont eu des soucis avec la première génération de Zoé, avec un moteur qui était livré par Continental. Après, Renault a décidé de faire son propre moteur, c'est ce que vous avez sur votre voiture, et qui était déjà sur la deuxième version de la première génération. On s'est dit,
ouais chouette, ça y est. Et en fait, pas du tout. Il y a vraiment des soucis sur ce moteur. Dans une ex-vie, j'étais sur une autre radio que je vais pas citer et François S, qui était avec moi, qui roulait en Zoé, a eu ces misères-là. On lui a changé aussi son moteur électrique sur sa Zoé. Donc vous n'êtes pas tout seul. Ce que je comprends pas, c'est que, étant donné que Renault connaît aujourd'hui ce problème-là, alors heureusement, il n'est pas sur toutes les Zoé qui sortent. Hein. Bon, mais il est quand même assez fréquent qu'il n'est pas, quand vous leur avez indiqué que vous aviez des micro-coupures, qu'il n'y ait personne chez eux qui ait dit oui, ok, on va regarder effectivement, ils ont une base quand même qui leur permet de connaître les sources de panne et que personne n'ait pensé à regarder dedans parce que... Eh ben non, ils ont branché la valise à chaque fois, ils m'ont dit non. Ça c'est le mauvais réflexe, c'est le mauvais réflexe. Oui. D'autant qu'ils développent beaucoup l'électrique. Enfin, ils sont la fameuse Renault-Lution avec la Mégane. Sur la Mégane, ils ont encore une évolution. C'est aussi un moteur à rotor bobiné. Et moi, j'en ai parlé avec l'ingénieur qui développe ça. C'est encore une évolution. Voilà, c'est une technologie différente. J'ai roulé avec sur mais ça marche bien. Et c'est des moteurs qui ont un certain intérêt. D'abord, il n'y a pas de terres rares dedans. Vous savez que ça pose problème, les terres rares, parce que c'est les Chinois qui détiennent le marché. Et l'exploitation des terres rares, c'est une catastrophe écologique. Donc, un moteur au moins bobiné, il n'y a pas de terre rare dedans, c'est le premier avantage. Et on peut le piloter quand le moteur est au régime, ça permet de baisser la consommation. Donc c'est plus intéressant. C'est pour ça que les voitures qui ont des moteurs synchrones à rotor bobiné consomment un peu moins quand on est à 130 sur l'autoroute. C'est un des avantages. Donc ils ont beaucoup travaillé sur ça. Aujourd'hui, ils semblent avoir, alors je dis ils semblent, parce qu'il y a peut-être des gens qui m'écoutent et qui ont une Renault récente, une Zoé récente et qui vont tomber en panne, mais ils semblent avoir résolu le problème. Donc là, dans votre cas, c'est clair, moteur a changé, on doit vous mettre un nouveau moteur. Ils en sont où? Je me permets de poursuivre un petit peu. Donc, mon électricien, enfin mon technicien électrique me dit, écoutez, le moteur est mort, il y a des micro-coupures, etc. Il dit, écoutez, il me dit, mais votre voiture n'est plus sous garantie. Très bien. Alors, attendez, vous m'avez dit qu'elle était de oui, mais en juillet 2022, elle avait 2 ans et demi. Aïe. D'accord, non, mais peu importe, peu importe, parce que là, le moteur qui lâche sur un véhicule, on peut considérer que c'est une panne grave, puisqu'il empêche l'usage de la voiture. Laissez-moi poursuivre. Oui, je vous laisse poursuivre. Donc il dit c'est plus garanti, mais je demande une prise en charge. Il revient vers moi au bout d'une semaine, il dit je pense qu'on peut atteindre 70%. Je lui dis écoutez, je suis désolé, je ne veux pas, donc je contacte le service client Renault, on discute pendant 5 semaines. Au bout de 5 semaines, je reçois un courrier qui me dit on vous propose 80%. À titre de geste commercial, alors attendez, la façon dont c'est... Non, c'est pas un geste commercial. On m'a dit, vu l'âge et le kilométrage de la voiture... C'est un vice caché, donc pendant 5 ans, vous êtes protégé par la garantie légale des vices cachés. Donc, c'est 100% là, de prise en charge. C'est ce que j'ai demandé par lettre recommandée, laquelle de pour l'instant pas de réponse. Oui, mais vous allez en avoir une. Alors, ils vont encore essayer de gratter, mais tenez ferme, ils sont obligés de vous le prendre en garantie à 100%. Est-ce que Pascal peut faire constater par huissier ? Oui, mais il ne faut pas en arriver là. Il faut déjà chercher un règlement à l'amiable. Bon, là, pour l'instant, on est dans ce que j'appelle la discussion de marchand de poissons. Oui, mais j'en suis quand même à 2 mois d'immobilisation de voiture. Non, mais c'est ça, mais vous pouvez leur demander... Attention, vous pouvez leur demander après et le remboursement des loyers pendant que vous n'aviez pas l'usage du véhicule et un dédommagement pour la location d'un véhicule pendant que vous n'aviez pas la jouissance du vôtre. On est sur un dossier très important, Jean-Luc. Alors moi, ce que je vais faire, Pascal, j'ai vos coordonnées. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mes amis de Renault et je vais leur expliquer que ça serait bien quand même que votre cas puisse être résolu rapidement. Je vous en remercie par avance infiniment. Parce que non, mais c'est clair. Bon, en plus, on n'est pas sur une pièce à 20 €. On est sur une opération à 4 000. Messieurs, je comprends l'importance, mais je vais m'occuper de vous. Voilà, moi, je dois gérer un peu la montre de cette émission. Laurence va me raccrocher au nez. Non, merci par avance. Non, Laurence vous raccrochera pas au nez, mais bon, Renault nous écoute. Alors de toute façon, déjà lundi, je vais avoir un coup de téléphone. Voilà, déjà pour commencer. Et puis non. Par contre, je vais vous souhaiter un super week-end, mon Pascal. Et puis merci beaucoup. Pas en Renault. Et puis ni en Renault ni en essence en ce moment. J'ai ressorti ma vieille Prius qui a 200 000 km. Voilà. Question
question, vous avez de l'essence dans votre coin des Yvelines ou pas? Alors, c'est un peu au bonheur la chance. J'ai décidé de faire le plein uniquement sur l'autoroute parce qu'il y a parce que vous n'êtes pas très loin. Ouais, vous n'êtes pas très loin. Eh bien, super. Bon week-end, Pascal. Et puis, on vous tient au courant. On vous remercie. Merci pour votre émission. De rien, avec plaisir. Dans quelques instants, eh bien, nous allons parler du marché de la pièce de réemploi qui ne décolle pas en France. Décryptage, c'est sur Sud Radio. On parle auto et on parle vrai. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et merci à tous d'être en notre compagnie, autant sur la page Facebook de Sud Radio où vous nous retrouvez nombreux que à l'écoute de l'émission. Juste, il y a de cela quelques instants, avant la pause, on a évoqué la problématique de Pascal et de sa Zoé 2. Et vous avez dit à Pascal, voilà, je vais appeler Renault, on va voir ce qu'on peut faire. Je vous tiens au courant. Il y a Catherine qui fait sur la page Facebook de Sud Radio. Pour ces problèmes électriques, Jean-Luc vous tiendra au courant. J'ai trouvé ça très drôle, donc je voulais partager avec vous. Merci à Catherine. Allez, on parle de voiture et d'environnement. On parle du marché de la pièce de réemploi. On va essayer d'être un petit peu sérieux. Et on accueille Luc Fournier, qui est directeur d'activité de Back to Car. Bonjour Luc. Bonjour. Bonjour. Bon, Luc, on a déjà parlé de la pièce de réemploi. On sait que la législation maintenant en France impose aux réparateurs, quand on le demande, de vous fournir 2 devis, un avec des pièces neuves, un avec des pièces de réemploi. Et malgré ça, le marché décolle pas vraiment. Alors d'après les réparateurs, c'est parce que la disponibilité des pièces est aléatoire, que les délais de livraison sont trop longs. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Alors, bon, ça c'est un peu dommage pour mes confrères. Puisque moi, sur le début du mois, je suis à plus de 50% par rapport à l'an dernier. D'accord, donc ça décolle vraiment. Vous, ça décolle. Oui. Donc ça veut dire que quand on a un process qui est valide, on peut arriver à faire décoller ce marché. Exactement. Donc en fait, on est parti des objections des réparateurs et on a levé ces objections. Alors Luc, quand même, pour ceux qui nous écoutent, quand on parle pièces de réemploi, moi j'ai encore l'image de la casse, où on y va avec un jean troué parce que sinon on va sortir dégueulasse, avec sa trousse à outils pour démonter les pièces des voitures. C'est aujourd'hui. Alors, ça existe encore des casses comme ça d'ailleurs? Oui, bien sûr, j'en ai visité. Il y en a beaucoup qui ouvrent le parc aux particuliers. Les particuliers viennent sur le parc démonter les pièces. Ou alors, pour les professionnels, un coup de téléphone à la casse et puis ils vont voir sur le parc si la pièce est... D'accord. Alors, ce que vous faites, vous, c'est pas du tout ça? Non, nous sommes sur un process industriel. C'est le principe du FIFO, first in, first out. La première voiture qui rentre, on la démonte et on démonte tout sur la voiture. Les pièces sont démontées, elles sont référencées, on les photographie et on les met sur étagère, prêtes à être expédiées. D'accord, alors vous les mettez sur étagère, mais il y en a certaines qui sont réparées, remises à neuf entre-temps quand même. Si je veux un alternateur, par exemple, vous le démontez, mais il va être reconditionné. Alors, nous vendons que de la pièce de réemploi. Il est vrai qu'on a aussi une activité de remanufacturing, mais en l'occurrence pas sur les alternateurs. Mais nous, on a des casses automobiles qui sont... on a acheté des casses automobiles, et on a des casses automobiles qui ont des accords avec les assureurs. Donc, de ce fait, on a des voitures qui, potentiellement, avant l'accident, imaginez un choc arrière, toute la partie avant, le moteur, l'alternateur, roulait jusqu'à l'accident. Donc, de fait, l'alternateur fonctionne. D'accord. Donc ces pièces-là, elles sont référencées. Il y a un site internet d'ailleurs. C'est accessible aux particuliers aussi, je crois. Oui, particuliers et professionnels. www.backtocar.fr. Backtocar, BACK2CAR. D'accord. Alors donc mon réparateur, je lui porte ma voiture. Admettons, j'ai eu un choc avant, il y a un phare qui a été cassé. Il va sur votre site. Oui. Ils commandent la pièce. Alors eux disent mais on a des délais de livraison qui sont plus longs. Alors que si je commande une pièce d'origine, je l'ai le lendemain matin. C'est vrai ou pas vrai ça? Alors en ce qui concerne Back to Car, comme tout c'était sur étagère, on est sur des J+1. Mais il est vrai que si la pièce n'est pas démontée chez nos confrères, il faut la démonter, il faut voir si elle fonctionne. Ça prend forcément un peu plus de temps. D'accord. Et elles sont garanties ces pièces? Alors voilà, exactement. Donc nous en fait on les garantit comme le neuf, c'est-à-dire 2 ans. Ah ouais, donc je reçois, alors ça n'a rien à voir avec la pièce démontée qui est emballée dans du papier de soie, c'est dans des boîtes et c'est garanti. Alors c'est même, on a presque de la soie pour emballer, mais nos pièces sont toutes emballées, packagées à la marque, avec un emballage qui est sérieux pour que ça voyage bien jusqu'au client. Bon, alors ce qui intéresse évidemment... Le site est très bien fait. Ce qui intéresse évidemment tout le monde, c'est combien ça coûte. Est-ce qu'on peut avoir des exemples très concrets de la différence entre une pièce de réemploi et une pièce neuve?
En moyenne, sur l'ensemble de nos produits stockés, c'est 75% moins cher que le neuf. D'accord. Waouh. Et vous travaillez uniquement avec les particuliers ou si je suis professionnel, je peux aussi... Alors, on travaille principalement avec des professionnels et on s'est ouvert aux particuliers il y a peu de temps. D'accord. Ça nous a permis de bien roder l'offre puisque les professionnels sont un peu plus exigeants, ce qui est normal. Et donc aujourd'hui, on a ouvert depuis à peu près un an aux particuliers. Alors vous m'avez envoyé des exemples de prix, alors je vais quand même en citer parce que c'est très parlant. Un phare d'Audi A3 de 2016, ça coûte 102 €, alors que la pièce d'origine coûte 415 €, hein, donc on voit là tout l'intérêt. Un autoradio de Peugeot 308 de 2016, 83 € contre 354 € en pièce d'origine. Une aile de Golf 5, donc c'est des trucs très courants, hein, 76 € contre 256 €. Donc là, la source d'économie, on se demande réellement pourquoi les réparateurs ne font pas plus appel à vous. Oui. Alors le stock de pièces, ça représente combien de pièces ? Nous, on a 400 000 pièces en stock aujourd'hui. Oui, en plus. On en démonte environ 300 000 par an. De quelle année à quelle année, en fait ? C'est-à-dire que si je suis un garagiste, je récupère une Peugeot d'il y a 15 ans, je peux trouver chez vous aussi des choses ou non ? Ce sont quand même des pièces récentes. Tout à fait, c'est vraiment le cœur de notre business. On a, comme je vous le disais, des véhicules qui viennent des assureurs. Donc potentiellement, la voiture, elle a 2 jours, comme elle peut avoir 15 ans. Okay. À l'inverse de certaines classes automobiles qui ne travaillent qu'avec des voitures de type prime à la reconversion, donc ce sont des voitures qui sont usées et rincées, donc les pièces sont de moindre qualité. Alors vous dites la voiture 2 jours, c'est Laurence qui la conduisait, c'est ça, hein, Alors, oui, j'aime bien conduire 2 jours, 2 nuits, ça va aussi. Mais les pièces les plus demandées, c'est quoi ? Alors en ce moment, parce que comme je vous disais, on a une super performance, c'est principalement les pièces de robe, ce qu'on appelle la carrosserie, puisque les assureurs poussent énormément sur la pièce de réemploi, déjà parce que ça a une vertu écologique. Et il y a beaucoup d'assurances, notamment des assurances militantes, qui poussent pour la pièce de réemploi. Et en plus, c'est pour contrer l'inflation, je vais dire, énormissime sur les pièces de carrosserie d'origine. Ouais. Donc la différence, quand les constructeurs augmentent chaque année de 9 à 10% leurs pièces de carrosserie, eh ben, écoutez, ils se replient sur la pièce de réemploi. Et puis il y a autre chose, Luc Fournier, vous qui êtes directeur d'activité de Back to Car, c'est qu'aujourd'hui, on le voit, le pays, l'Europe et le monde est dans une crise énergétique telle que tout augmente en termes de prix, puisque évidemment, pour faire de la carrosserie, pour faire des pièces, il faut de l'électricité, il faut des matières premières. Là, le réemploi en économie circulaire est aussi une vraie réponse à cette problématique du montée des coûts de l'énergie. Ah oui, totalement. Bon, déjà, on voit de plus en plus de clients qui viennent vers nous parce qu'il y a des ruptures de stock chez les concessionnaires. Donc ça arrive de plus en plus souvent. Et puis, sur l'autre partie du métier, une fois qu'on a démantelé la voiture, c'est-à-dire retiré toutes les pièces, il nous reste plein de matières et on essaye de les trier pour optimiser au mieux ces matières. Donc on vend du cuir, on vend de l'alu et ça permet de réalimenter l'économie circulaire. Alors j'ai un exemple, là, je parlais de prix tout à l'heure, j'en ai un qui est, heureusement je suis assis, sur une Citroën C3, une boîte de vitesse manuelle. Chez vous, chez Back to Car, ça coûte 380 € et en neuf, ça coûte 4 912 €. Pardon ? Mais là, on est au-delà des 75%. Là. Ah oui, on est plus de x10, on est x12. Et vous me parliez de pièces qui marchent bien, effectivement, les boîtes et les moteurs et les boîtes de vitesse sont des familles qui marchent très bien chez nous. Alors, justement parce qu'il y a des prix de fou sur les tarifs constructeurs. Question je ne suis pas professionnel, je suis un particulier, j'ai de la pièce à revendre parce que j'ai ma voiture qui va partir à la casse. Est-ce que je suis obligé de passer par la casse et c'est la casse qui prend contact avec vous ? Vous faites pas du... Si, alors on a développé un site qui s'appelle Oust, by Back to Car. Oust avec un H ou pas ? Non. OUST ? Ça m'est venu parce que je disais ça à mon chien, mon pote. Mais bon, ça veut tout dire. Oui, effectivement, donc on propose aux particuliers, et j'invite même les particuliers à respecter scrupuleusement et s'assurer que la voiture qu'ils remettent un recycleur. D'accord. C'est une loi, c'est du pénal, ça coûte 75 000 € d'amende pour un particulier s'il ne respecte pas cette loi. C'est-à-dire qu'on voit souvent des feux rouges, des petits panneaux, on reprend vos voitures. Ça, c'est hors la loi. Donc assurez-vous de remettre votre voiture à une casse automobile. Non, super. Merci beaucoup, Luc Fournier, directeur d'activité de Back to Car. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de tout ça. Avec plaisir. Et le site internet, c'est tout simple, le site internet back, BACK,
tout, c'est 2 en anglais, car.fr. À suivre sur Sud Radio, évidemment, on parle auto, mais juste avant, il sera question de l'actualité avec les infos. On va parler carburant. Après. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et on a évidemment le bonheur jusqu'à 13h d'être en votre compagnie. Vous le savez, il y a ces problématiques dans certaines régions, dans certains départements de l'essence. Donc vous n'hésitez pas, appelez-nous pour nous dire si vous avez trouvé de l'essence facilement dans votre entourage kilométrique ou si c'est compliqué. Voilà, on se fera aussi la voix de ceux qui tombent en panne sur le bas-côté de la route. Non, je rigole. Au programme de notre rendez-vous, l'ami Jean-Luc, tiens d'ailleurs, puisqu'on parlait de l'essence, on peut tout de suite en parler. Je suis en train de chercher sur Waze les stations. Alors, pour trouver sur Waze. C'est communautaire. Il y a 18 millions quand même de personnes qui utilisent Waze, donc pour trouver sur Waze. Alors on ouvre notre application, évidemment, et vous avez en bas de l'application sur vos téléphones portables une petite ouverture, il y a marqué où allez-vous. Vous cliquez sur où allez-vous, et vous avez juste en dessous des icônes qui vont se mettre, et vous cliquez sur l'icône de la station-service. Et là, dans votre entourage, vous avez celles qui sont a priori encore en service, le prix, et puis celles où il n'y a plus rien de marqué, c'est que c'est fermé. Voilà, ou en tout cas c'est vide. Voilà, par exemple. Il y a aussi, comme nous le disait notre ami Bastien qui réalise cette émission toujours avec beaucoup de bonheur et de talent, pénurie.mont-essence.fr, pénurie.mont-essence.fr, et vous pouvez aussi nous appeler au 0826 300 300 pour nous dire si vous en avez trouvé, dans quel coin vous êtes, pour aider les copains. Bon, au programme de notre rendez-vous, c'est vous, au 0826 300 300. Et je crois que nous accueillons Annie. Bonjour Annie. Oui, bonjour. Merci. Bonjour Annie. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Vous allez bien? Ça va très bien. On vous écoute. Alors, je vous appelle car j'ai acheté un Capture 1,2 litre moteur 2015. Voilà. 1,2 litre TCE, d'accord, oui. Voilà, exactement. Et vous êtes en panne? Il avait pas tout. Alors, je l'ai acheté en 2017, donc elle avait 2 ans. Il y avait 4000 km et dès le départ, j'ai dû rajouter régulièrement de l'huile. On sait que c'est un vrai, c'est à ça qu'on reconnaît les vrais. Voilà, 1 an plus tard, même pas 1 an plus tard, ils m'ont changé le carter. 3 mois plus tard, ils m'ont rechangé le carter avec la reprogrammation cette fois-ci. Ils ont fait ce que j'allais dire, reprogrammation. Parce qu'en fait, ce moteur, il a la fâcheuse tendance à boire son huile. C'est un problème de contre-pression dans le circuit d'admission. Et en fait, il aspire. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle les vapeurs de carter. À l'intérieur du carter d'huile, en fait, vous avez... on connaît les vapeurs d'essence, mais les vapeurs d'huile aussi. Le fait qu'il y ait des pièces en mouvement dans de l'huile, ça crée une vapeur d'huile, et cette vapeur d'huile, elle est réaspirée par le moteur pour éviter d'être rejetée à l'extérieur. Mais le problème là, c'est que le moteur, il aspire trop fort les vapeurs d'huile, donc il aspire en même temps l'huile du moteur. Donc il consomme sa propre huile. Ce qui n'est pas très très bon. Non, voilà. Donc, ils vous ont fait la reprogrammation. Oui, donc déjà, ils m'ont changé 2 fois le carter. Ils m'ont fait la programmation. Ensuite, ils m'ont fait une pesée d'huile en plombant. Ils ont estimé que la consommation était normale. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent normal? Alors, je crois que c'était 0,35 par litre au 100 km. Ouais, ça me paraît beaucoup. Mais... Voilà. Donc, entre-temps, j'ai refait la révision, toujours chez eux. J'ai régulièrement rajouté l'huile. En 2019, j'ai mis même 2 litres. Voilà. Et donc, là, j'en ai eu marre. Je leur ai demandé s'il était possible de changer de moteur, parce qu'elle commence à faire de plus en plus de bruit. Comme si c'était la chaîne qui faisait du bruit. Combien de kilomètres votre voiture? Elle a 51 000 maintenant. Pourquoi je rigole? Parce que les pannes surviennent à partir de 50 000 km. Oui, c'est pour ça que je commence à avoir peur. Voilà. Alors, je leur ai demandé pour le moteur. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient me prendre 75% en charge, changement du moteur. Et là, ils ont pris pour voir un petit peu où ça en était. Ils m'ont dit non, on ne va pas changer le moteur. En fait, le carter fuit. Je leur ai dit, mais vous l'avez changé déjà 2 fois. Donc là, ils veulent me changer le carter. En prenant en charge 45%, ce qui me ferait 900 € à débourser. Alors, est-ce que je change le carter ou est-ce que j'exige qu'il me change le moteur? Il faut tenir ferme sur le moteur. Vous avez vu, il y a, si vous allez sur Internet, là pour le coup, il y a des collectifs qui se sont montés. Ce moteur est une pure... Ok, on a compris. Voilà. Je ne prends même plus l'autoroute. Je le dis pas, voilà. Donc Renault en est conscient. Il y a une class action qui est contre Renault d'ailleurs. Alors est-ce qu'ils vont perdre, gagner? Mais si demain ils sont obligés de remplacer tous ces moteurs-là, Renault met la clé sous la porte. Donc
dans votre cas, oui, parce que s'il continue à consommer de l'huile, alors on vous dit on va changer le carter, mais ils les connaissent. Hein, et en plus, vous avez, pour l'instant, vous avez mis le doigt sur un des problèmes de ce moteur-là, mais il y en a plein d'autres. C'est un moteur qui a vraiment de multiples problèmes. À tel point, je vais vous raconter quelque chose, c'est que Mercedes a partagé ce moteur avec Renault, et quand les ingénieurs de Mercedes ont mis le nez dans ce moteur-là, ils ont dit mais comment vous avez pu faire un moteur comme ça? Voilà. Donc c'est pour dire à quel point il est miséreux. Et c'est pour ça aussi que le nouveau qui le remplace, le 1,3 litre TCE, est beaucoup mieux, parce que quand on fait quelque chose de vraiment pas bien, le coup d'après, on essaye de faire beaucoup mieux. Mais alors, il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher parce que... Je ne sais pas comment faire, parce que là, ils veulent pas me changer le moteur, ils veulent me changer le carter, là. Oui, faut lettre commandée avec demander au service clientèle. Regardez. Alors, ce que je pourrais faire, c'est vous envoyer les coordonnées de la personne qui gère le collectif là pour la class action contre Renault. Lui vous indiquera exactement la marche à suivre pour espérer avoir l'indemnisation qui correspond au vrai préjudice que vous avez. Parce que même si vous changez le carter, ce moteur, il a 51 000 km, si ça se trouve, peut-être ou peut-être pas, mais si ça se trouve, dans 10 000 km, il aura cassé. Donc, Oui, je prends pas l'autoroute, parce que maintenant, j'avoue que j'ai la trouille avec tout ce qui se passe à ce kilométrage-là. C'est vraiment... c'est triste que... Alors qu'ils aient fait des erreurs de conception, à la limite, et quand on reconnaît ces erreurs, 50% on peut toujours pardonné. Passer. Voilà. Mais là, que la gestion reste miséreuse, c'est du cas par cas. C'est-à-dire ceux qui ne demandent rien n'ont rien. C'est pour ça que je vous dis, insistez pour qu'ils vous changent le moteur. Je promets que je vous envoie, vous allez laisser vos coordonnées et je vous envoie les coordonnées de la personne qui gère ce collectif. Là. Il va vous indiquer comment on fait. Et Stéphane, c'est là, on est en train de rhabiller Renault pour l'hiver. Ça fait 2 cas Renault dans l'émission, mais il y a Stéphane qui nous dit sur la page Facebook de Sud Radio. Je suis désolé s'il y a des pannes. Oui, non, mais moi, je n'ai pas ça en cause. Si je change le carter, que ça règle un problème et que je vends la voiture, qu'est-ce que je risque? Ah là là, vous rien, vous rien. Vous n'êtes pas une professionnelle, donc voilà, vous vendez une voiture qui est en bon état de fonctionnement. Celui qui l'achète, il saura qu'il achète un moteur qui potentiellement peut avoir des soucis. C'est touchy. Hein. Non, vous n'avez rien à craindre. Non, vous perso, vous n'avez rien à craindre. Mais si on fait les réparations, Stéphane qui disait, pour conclure, ce qui est fou, c'est qu'au final, ils vont faire les changements de moteur, c'était pour la Zoé, ou même pour le cas, pourquoi pas, de Annie. C'est épuiser les gens dans leur démarche, on dirait de l'escroquerie organisée, puisque de toute façon, ils vont devoir assumer les choses, quoi. Bon, Annie... Ils résistent parce que ça leur coûterait tellement cher s'ils acceptaient tout qu'on comprend leur démarche. Bon, Annie, vous nous tenez au courant et puis... laissez vos coordonnées surtout au standard. C'est Zach qui vous accueille au standard. On vous embrasse. Merci Annie, au revoir. Passez un très très bon week-end. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Ah, pardon, c'est Jordan au standard et non pas Zach, parce qu'on a aussi Zach, et puis Aude, et puis tout le monde que l'on embrasse. Là, c'est Bruno qu'on a. Pneus. Là, c'est Bruno Coué, responsable marketing Michelin, pneus collection. Avec cette question, comment bien hiverner les pneus de sa voiture de collection? Ouais, alors on va être un petit peu plus léger. On a parlé beaucoup de panne depuis le début, ça y est, on va être plus léger. Là, c'est l'hiver, c'est vrai que c'est plus... Enfin, ça va être l'hiver, c'est plus une saison qui est très propice pour faire rouler les vieilles autos. Donc, si vous décidez de remiser la vôtre... Alors, vous n'avez pas encore de vieille voiture, Laurence, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Non, mais j'aurais très envie, mais j'ai pas de garage pour la ranger. Il y a quelques conseils. Tiens, déjà, avant de la remiser, si on veut rouler l'hiver avec, Bruno, il existe des pneus hiver pour les voitures de collection. Bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Alors, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Merci de nous accueillir. Donc, votre question, Jean-Luc, c'est est-ce qu'il existe des pneus hiver pour les voitures de collection? Alors oui, ça existe, mais ils sont fort rares. Fort rares, pourquoi? Parce que tout simplement, les manufacturiers de pneumatiques ont une très 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 faible demande pour ces pneus, donc pour voitures de collection. Vous en connaissez des manufacturiers chez Michelin? Oui, j'en connais un. Alors, le département Michelin Collection, en l'occurrence, qui propose malgré tout 2 dimensions hiver. C'est pour équiper quoi? Alors, pour équiper les 2 chevaux, les Méhari. C'est super. Ouais, c'est cool. Le 135-15 XM plus S89, qui est un pneu authentique, bien sûr. Nous, notre vocation, c'est de reproduire des profils authentiques. Et il s'appelle XM plus S89 et il est cloutable. Donc, en plus, il est cloutable. La deuxième dimension, c'est le 205-16 XM plus S244, que l'on a ressorti à la demande des possesseurs de 4x4 historiques, comme les Land Rover, les Defender, les Toyota Hilux, Land Cruiser.
Mercedes classe G, donc en 205/16. Cette dimension équipe de nombreux 4x4 des années 70-80. D'accord, ok. Donc là aussi cuitable. Ouais. Alors si j'ai pas de pneus, je peux mettre des chaussettes ou des chaînes, on est d'accord? Ouais, tout à fait. Donc là, c'est vraiment le conseil qu'il y a à donner. Si vous devez utiliser votre véhicule de collection en période hivernale, ayez toujours un dispositif, je dirais, qui vous permettra d'être en parfaite légalité sur la réglementation zone blanche. Donc, Jean-Luc, vous avez cité les chaussettes neige. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé dans une émission précédente, mais c'est un dispositif léger, bon marché, qui permet fait plusieurs pointures, en général 39, 42, voilà. Exactement. Certaines chaussettes, en fait, il y a une certaine largeur dimensionnelle pour les chaussettes neige. Et là, si vous êtes arrêté par les Pandores, par la gendarmerie, vous montrez ces chaussettes neige et vous êtes en parfaite légalité. Bon, parfait. Et si je range ma voiture pour l'hiver, ce qui est quand même le cas le plus fréquent, quelles précautions je dois prendre pour mes pneumatiques? Est-ce que surgonfler, c'est bien? C'est ce que je fais moi, alors c'est pour ça que... moi, je gonfle à 3,5 bars, moi. L'expert que vous êtes donne le bon conseil. Donc, en effet, si la voiture doit être remisée sur plusieurs mois dans un garage sans sortie, surgonfler les pneumatiques de façon à éviter ce qui s'appelle le flat spotting, c'est-à-dire que le pneu prenne une mauvaise forme parce que stocké pendant plusieurs mois sans bouger, au même endroit, sans bouger. Donc, en effet, on conseille de surgonfler d'1 bar par rapport à la pression du constructeur. Enfin, un bar. Laurence, ça peut être un bar 2, un bar 3, peu importe. Mais Laurence, vous lui parlez de bar, ça lui cause tout de suite. Surtout les bars à vin. Mais c'est pas les mêmes. Ah oui, je sais que c'est une spécialiste émérite. Passionnée, en tout cas. En vin. Ouais, donc alors on surgonfle ses pneus, on n'oublie pas de les dégonfler quand on va rerouler. On n'oublie pas. Et là, le petit conseil, une fois qu'on a rigidifié le pneu, c'est de bien mettre en évidence sur le tableau de bord ou sur le volant, attention, remet la pression d'origine, parce que 6 mois plus tard, on peut avoir oublié, bien évidemment. D'accord. Est-ce que bouger la voiture aussi, c'est une bonne solution? Eh ben, complètement. Donc l'avancer d'un 8e de tour, un petit peu en avant, un petit peu en arrière, si le garage est suffisamment grand, de façon à ce que ça ne soit pas toujours la même zone qui soit en contact avec le sol. J'ajouterais que certaines voitures de collection ont tendance parfois à perdre un peu de liquide, d'huile en particulier. Et là, les hydrocarbures sont très dommageables pour les pneumatiques. Ah oui. Éviter tout contact avec les hydrocarbures, l'huile en particulier. D'accord. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a des conditions de stockage qui sont plus idéales que d'autres? Hydrométrie, température, c'est comme le vin, quoi. Il faut une température aux alentours de 11, 20. J'allais dire entre 11 et 15 degrés stable. Oui, complètement. Donc là, Jean-Luc, si vous parlez de démonter les pneumatiques pour les stocker dans un endroit, stockez-les de manière verticalement. Là encore, en faisant tourner de temps en temps le pneu qui repose idéalement sur des barres en fer de stockage, etc., de façon à ce que, toujours la même histoire, qu'ils ne prennent pas une mauvaise forme d'usure avec le stockage. Et en effet, un garage chauffé, là c'est l'idéal des collectionneurs de voitures haut de gamme maintenant. Oui, avec les économies d'énergie qu'on nous demande de faire, le garage chauffé, ça va peut-être pas être le cas pour l'hiver 2022. Il faudra dormir dans le garage. C'est un plaisir dans une voiture collective. Dormir dans le garage. Moi j'en ai certaines, je peux vous dire qu'on ne serait pas à l'aise pour dormir dedans. Oui, des voitures, il n'y a pas beaucoup de place. J'imagine. Bon, merci Bruno pour tous ces bons conseils. Mais de rien, Laurence et Jean-Luc. Et Bruno, responsable, Bruno Coué, marketing Michelin Pneus Collection. On vous embrasse et on vous souhaite un très très bon week-end. Bon week-end à vous également. Merci. Sur Sud Radio, bien sûr. Dans quelques instants, sur Sud Radio, on vous accueille au 0800 26 300 300 pour toutes vos questions à poser à l'ami Jean-Luc. Vous êtes toujours nombreux à réagir aussi sur la page Facebook de Sud Radio où il y a en ce moment des barres de rire entre vous. C'est-à-dire que tout le monde se parle, tout le monde rigole. C'est très très sympa ce qui se passe sur la page Facebook de Sud Radio pour l'émission On parle auto. On va parler aussi Classic Car avec la 20e édition du salon Automédon au Bourget. Et comme le disait si bien l'ami Jean-Luc au début, n'oubliez pas, vous qui êtes du côté du Gers, allez faire un tour sur le circuit Nogaro pour le Classic Festival qui se joue aujourd'hui et demain si vous trouvez de l'essence. Pour rester dans la voiture de collection, après on aura François Alain qui sera avec nous pour parler du record d'audience. Oui, parce que c'était la première de Vintage Mécanique jeudi et ils ont battu tous les records d'audience de la chaîne. Et on parlera aussi d'une émission spéciale qui s'appelle la voiture préférée des Français qu'a chapeauté l'ami François. Il nous dira tout ça dans l'émission On parle auto. Sud Radio, On parle auto.
Parlons pneus, parlons bien. Écoute pas très bien l'émission Sud Radio et qui vont m'écrire 50 fois. Pas. J'écouterai correctement ce que dit l'ami Jean-Luc et l'ami Laurence. Clin d'œil spécial à Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio qui dit « Mince, j'ai raté François ?» Non, François Alain arrivera avant 13h, mais vous ne l'avez pas raté. Stéphane, tout va bien. Il arrivera à 12h38. Hein, si on est à l'heure, parce que nous, on a un peu du mal. Hein, on dépasse toujours d'une minute ou deux tous les deux. Dans quelques instants, on va parler de la 20e édition du Salon Automédon Bourget, mais tout de suite, on vous accueille au 0826 300 300. Sur Sud Radio, dans On parle auto, vos questions à l'ami Jean-Luc. Salut Hervé. Bonjour Hervé. Oui, bonjour. Bonjour Hervé, vous allez bien? Très bien. Jolie voix, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Rennes en Bretagne. Ah bah décidément, les Bretons sont présents. Mission spéciale Bretagne. Mission spéciale Bretagne. Vous avez de l'essence vous ce matin? Est-ce que vous avez trouvé de l'essence ce matin? A priori, il y a de l'essence en quantité sur Rennes, oui, il n'y a pas de problème. Je dois y aller demain, donc je prends mes renseignements. On vous écoute. Alors en fait, je suis propriétaire d'une Honda CRX Cabriolet qui a fêté ses 30 ans. Oh. Et donc, je voulais savoir s'il fallait la passer en carte grise collection. Alors, vous avez tout intérêt à le faire. Alors, je vous explique pourquoi. D'une part, vous n'habiterez plus au contrôle technique, parce que c'est une fois tous les 5 ans au lieu d'une fois tous les 2 ans. Donc ça, c'est la première chose. Vous ne perdrez pas en valeur, parce que autrefois, en fait, les véhicules qui passaient en carte grise de collection, il y avait des restrictions de circulation. Donc ça posait un problème. Quand il fallait sortir du département, il fallait envoyer des fiches à la préfecture. C'était compliqué. Donc les gens étaient réticents à l'achat d'un véhicule en carte grise de collection. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de perte de valeur à être en carte grise de collection. Il y a même plus d'avantages que d'inconvénients. Alors les avantages, c'est le contrôle technique tous les 5 ans au lieu de tous les 2 ans. Pas de restriction de circulation dans les ZFE. Si vous êtes en carte grise de collection, vous avez le droit de circuler dans les ZFE, alors que votre voiture n'aurait normalement plus le droit de circuler. Sauf les jours de pic de pollution, mais ça paraît évident. Vous avez le droit de conserver en carte grise de collection, je ne sais pas quelle plaque d'immatriculation il y a sur votre voiture, mais vous avez le droit de conserver des plaques noires, par exemple, qui sont plus jolies, je trouve, que les plaques blanches, ou les plaques avec les formes d'époque, ça ne vous concerne pas, parce que c'est un véhicule relativement récent. Entre Honda CRX, c'est un très joli cabriolet avec un toit en dur qui est. On peut hésiter entre. Je crois que vous aviez hésité d'ailleurs entre une MX-5 et une CRX. Oui, à l'époque. Et comme je faisais pas mal de routes, j'avais opté pour le toit en dur pour des raisons de sécurité. Ouais. Et puis en plus, c'est 2 modèles hyper fiables. Alors, ce que vous n'avez pas le droit de faire, je ne sais pas quel usage vous avez de votre véhicule, mais c'est d'aller travailler avec votre voiture en carte grise de collection. Ça, vous n'avez plus le droit. Normalement, si j'ai un accident sur la route du travail, je suis plus sur le trajet travail. Alors, dire que vous n'êtes pas assuré, peut-être pas. Je suis en retraite, alors c'est bon. Ah bon, vous avez une voix tellement jeune. Oui, c'est vrai qu'on vous aura donné 20 ans. 30 ans, oui, tout à fait. 20 ans pour quelqu'un qui a acheté une voiture qui a 30 ans, oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais 30, 40. Je l'ai eu pour mon mariage. Ah ouais. Alors donc, donc vous pouvez, vous n'avez pas le droit, alors ni de louer de votre voiture, vous pouvez pas avoir d'usage commercial du véhicule, donc vous pouvez pas la louer pour des mariages. Vous me direz une CRX pour un mariage, la place est quand même limitée à bord, mais vous n'avez pas le droit de la louer, vous n'avez pas le droit d'aller travailler avec, pas d'usage commercial à aucun moment. Le problème, alors ça c'est plus pour celui qui vous achètera la voiture, il n'y a pas de notion de vice caché. Quand on achète un véhicule en carte grise de collection. Vous ne pouvez pas vous retourner si vous vous rendez compte que la voiture, elle est choucroutée. Elle est partie à Strasbourg ? Ouais. Pourquoi choucroutée, ça veut dire quoi ? Mais non, mais que vous vous rendez compte que la tôle était rouillée et que quelqu'un a rajouté de la fibre de verre pour masquer les trous et repeint dessus. Ça s'appelle choucrouter. Oui, dans le milieu, dans le milieu automobile, dans le milieu des graisseux, on dit choucrouté. Les garagistes, parce que il faut quand même que tout le monde sache que dans l'équipe de Sud Radio, Jean-Luc et moi, on est surnommés des garagistes. Voilà. Donc si votre voiture a été mal réparée, qu'il y a un vice caché, le futur propriétaire ne pourra pas invoquer ce vice caché. Votre voiture ne peut pas être non plus techniquement irréparable. Je m'explique. Si elle a un gros carton, un véhicule en carte grise normale, s'il est vraiment complètement défoncé, on va dire ok, bon, il part à la benne, on le répare pas. Dans votre cas, le véhicule sera toujours techniquement réparable. Ça ne veut pas dire que ça vous
que l'assurance va payer toutes les réparations. L'assurance prendra la valeur du véhicule, vous remboursera. Si elle vaut 10 000 euros, ils vous donneront 10 000 euros. S'il y a 20 000 euros de réparation, ça vous coûtera 10 000 euros. Voilà. Mais votre voiture ne partira pas à la casse. C'est aussi un des avantages. Donc il y a plus d'avantages que d'inconvénients à passer en carte grise de collection. Et, ben voilà. Et en plus, maintenant c'est simple. Alors ce que je vous conseille de faire, soit vous demandez une attestation, alors il y a un petit délai, une attestation de conformité à la Fédération française des véhicules d'époque. Vous remplissez un petit dossier que vous leur envoyez, je ne sais plus combien ça coûte, c'était une cinquantaine d'euros, et ils vous renverront un document qui vous permettra ensuite sur la NTS de faire le changement. Ça a évolué beaucoup, le site des immatriculations en ligne. Maintenant, il y en a beaucoup qui ont peur d'aller dessus, parce que c'est vrai qu'au départ il y avait quelques bugs. Maintenant ça marche très bien. Donc vous faites la demande en ligne, et en général, moi j'ai reçu sur le dernier véhicule que j'ai passé en carte grise de collection, qui était une Mazda MX-5, donc la concurrente de votre voiture. Oui. J'ai déjà demandé le certificat à Mazda qui me l'a envoyé dans la journée. Vous pouvez faire ça, vous pouvez appeler Honda et puis leur dire voilà, j'ai tel modèle. Ils vous demanderont une copie de la carte grise, des photos de la voiture, et vous enverront le certificat constructeur. Donc vous n'avez plus besoin de l'attestation FFVE. Et puis j'ai envoyé tous les papiers j'ai rempli le dossier en ligne sur le site de la NTS, et j'ai eu tout compris, ça m'a pris même pas une semaine, vous voyez, pour avoir la carte grise de collection. Question de Stéphane, il n'y a pas besoin de critères sur les voitures de collection ? Non, puisqu'on n'est pas soumis aux restrictions de circulation des zones. Super. Sachant que mon prochain contrôle technique est en juin 2023. J'attends cette date. Oui, parce qu'il faudra un contrôle technique pour le passage en carte grise de collection. Donc vous attendez juin 2023, faites le contrôle technique. Et en plus, alors parce qu'au départ il y avait ça, quand il y avait les préfectures encore, je vais super méchant, tant pis, allez, parce qu'ils le méritent bien. Les préposés dans les préfectures vous remettaient 2 ans. Maintenant, le système automatique informatique en ligne vous mettra 5 ans, même si votre contrôle technique il est antérieur à la demande de carte grise de collection. En quoi vous avez été méchant là ? Parce que moi, le nombre de fois, je suis retourné plusieurs fois à la préfecture en disant voilà, j'ai demandé une carte grise de collection, mon contrôle technique il datait de 15 jours avant, puisqu'il faut un contrôle technique pour faire la demande, et il m'avait mis que 2 ans sur la carte grise, alors c'est 5 ans. L'ami Bastien, notre réalisateur, qui est en train de nous gronder, parce qu'après on va dire que c'est encore moi qui tiens la montre, mais là c'est lui qui nous gronde, on a pris du retard. On vous embrasse Hervé, et bonne balade en Bretagne avec votre jolie Honda. Ça y est. Au revoir. Au revoir. Il est tombé en panne d'essence. Allez, bon week-end. Allez, tout de suite, on part au Bourget. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et nous partons au Bourget avec On parle auto sur Sud Radio pour la 20e édition du salon Automédon du Bourget. Et on accueille Xavier Bonny, qui est le directeur éditorial et événementiel des éditions LVA, des éditions qui font beaucoup de choses aussi sur la voiture. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour. Alors rapidement, LVA, parce que c'est la première année qu'LVA reprend Automédon, on est d'accord ? Alors la première année, malheureusement, oui et non en fait, parce qu'on l'a racheté, la dernière édition c'était 2019, on l'a racheté fin 2019. Ah oui, puis il y a eu 2 ans où il n'y a pas eu de salon. Il y a eu 2 ans de Covid, voilà, donc on a fait et défait, parce qu'on n'a pas pu le faire. Et là, enfin, on peut se retrouver effectivement au parc des expos du Bourget. Et c'est une vraie fête populaire là. Ça y est, le public est là et on est content. On est tous contents de se retrouver. Il va faire beau, c'est top. LVA rapidement. Oui, rapidement LVA. Pour ma mère qui ne sait pas ce que c'est. Alors tout a commencé avec le journal La Vie de l'Auto, qui est l'hebdomadaire de l'actualité de la voiture de collection, qui a été créé en 1976. Par le père de l'actuel PDG. C'est une entreprise familiale, indépendante. On est un éditeur totalement indépendant. Et on a créé tout un univers autour de la voiture de collection, la voiture classique, et la moto également de collection classique, et puis toutes les entités brocantes, collection, etc. Donc maintenant, on a 8 titres. Entre la vie de la moto, la vie de l'auto, rétroviseur, auto-rétro, antiquité brocante, collectionneur chineur, Mobenco, parce qu'on s'est dit à la mode aussi. Voilà, donc c'est vraiment, c'est des passionnés qui parlent aux passionnés, des collectionneurs qui parlent aux collectionneurs. Et voilà, et l'histoire est belle. Et Xavier, les passionnés qui parlent aux passionnés, on va le retrouver sur Automédon, l'ami Jean-Luc. Alors là, il y en a des milliers de passionnés. C'est aujourd'hui et demain. 16 000 mètres carrés, c'est le hall 4, c'est ça Exactement, au hall 4. Au parc des expos du Paris de Bourget. Oui. Et donc, la particularité en fait de ce salon, c'est qu'il y a un immense parking meeting qui regroupe 3000 voitures de collection.
Donc les propriétaires de voitures de collection peuvent entrer gratuitement sur le parking, parce qu'évidemment le parking public, il n'est pas cadeau par le parc des expositions, mais en tout cas tous les propriétaires de voitures avant 1995 et Prestige peuvent rentrer gratuitement sur notre parking meeting. Donc ça c'est à l'extérieur, et on fait 10 mètres et on rentre dans le hall 4 du parc Expo avec 200 exposants, des expositions pour toutes les générations. Voilà, donc c'est une vraie fête populaire. C'est vraiment cet état d'esprit que l'on veut vraiment garder avec Automédon, c'est-à-dire que tout le monde se parle, n'importe quel propriétaire de n'importe quelle voiture. Ouais, c'est bon enfant, quoi. Voilà, c'est pas un salon guindé. C'est auto et moto, hein. Oui. C'est auto et moto, ouais, tout à fait. Alors Automédon est toujours historiquement un peu plus auto, mais on a une partie moto et on a un parking d'ailleurs pour les motards, un parking collection moto également. Bon, demain en plus il y aura un défilé parce qu'en fait il y a l'association Vincennes en ancienne qui organise alors départ de Vincennes, ça paraît logique, pour aller jusqu'au Bourget, et quand les voitures vont arriver, ça permet d'avoir un petit défilé. Mais cela dit, le défilé vous l'avez toute la journée avec le parking. Hein. Voilà, ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment un musée éphémère. Les gens arrivent, repartent, et donc il est tout le temps en mouvement. Il y a tout le temps des nouvelles voitures à voir. C'est vraiment ça, quoi. Et puis souvent les propriétaires sont autour, donc ça, on engage la conversation sur les véhicules. Et puis c'est parti pour l'après-midi, quoi. Donc c'est des heures et des heures de conversation entre passionnés. Ouais. Et puis c'est pas uniquement réservé à ceux qui ont une voiture ou passionnés. La curiosité est aussi acceptée. On peut y aller et venir. Ah oui, bien sûr. Parce qu'on peut plus rouler là en ce moment avec le week-end. Donc un petit RER parce que vous avez une station. Non, moi RER. demain j'y vais. Mais vous habitez à côté. Non, mais moi j'y vais avec une. Je sais pas encore quoi d'ailleurs. Mais moi j'irai avec le RER. J'ai plus d'essence dans ma voiture. Alors, il y a des petits travaux, mais en tout cas, il y a un service de navette qui est prévu entre la gare RER et le parc des Expos. Donc, on peut tout à fait y aller en transport en commun. Et puis, on a regroupé les voitures par nationalité. Donc, les Américaines ensemble, les Italiennes ensemble, les Allemandes ensemble, les Françaises, etc. Voilà, anglaises. Et puis on a des expos à l'intérieur qui parlent en même temps. On a un plateau extraordinaire. Alors vraiment, j'ai pas vraiment envie de me vanter, mais on a réussi avec la Fédération française justement des véhicules d'époque, la FFVE, à réunir un plateau absolument extraordinaire de cabriolets et de rosters avant-guerre qui sont en entrée. Et puis un petit peu plus loin, on a une belle collection de mini-bombes Youngtimer. Et voilà, et ça parle. On a un superbe atelier des sapeurs-pompiers de Paris, et à côté, on a des véhicules de police américaine. Voilà, c'est vraiment le mélange des genres qui nous intéresse. Ah, oui. Cool. Combien, vite fait, combien ça coûte l'entrée ? L'entrée est à 16 €. D'accord. L'entrée salon, on profite du parking. Pour ceux qui ont, on profite du parking et du hall d'exposition pour 16 €. D'accord, aujourd'hui et demain alors. Tout à fait. Xavier Bonny, directeur éditorial et événementiel des éditions LVA, qui parle de l'auto toute l'année, partout dans vos kiosques. Voilà. On vous embrasse et puis bon salon. Merci beaucoup. Vous y allez et moi je vous dis à demain. Voilà, l'ami Jean-Luc qui va demain. Moi j'irai en Bretagne demain. Je vous embrasse fort. Et le mois d'octobre est très 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 chargé en événements voiture. Oui, il y a Nogaro en ce moment. Il y a le Classic Festival à Nogaro. Il y a plein de choses qui se passent. Il va y avoir le mondial, il y aura Équipe Auto. Enfin, il y a plein de choses sur le mois d'octobre. C'est pas que le mois de la truffe et des champignons, c'est aussi le mois de la voiture. Sud Auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et vous êtes nombreux de nouveau à être en notre compagnie sur la page Facebook de Sud Radio. Merci d'être aussi nombreux et puis de nous, comme ça, partager avec nous tout ce qui se passe sur la page de Sud Radio, parce qu'il y a quand même beaucoup d'échanges entre vous, et moi ça me touche beaucoup. Il y a comme une communauté là qui est en train de se constituer, une communauté d'entraide. Allez, on va parler actualité avec quelqu'un qu'on aime beaucoup. Ça va faire plaisir à Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio qui ne l'a pas loupé. On accueille l'ami François Alain. Ça va les amis? Bonjour monsieur François Alain. Est-ce que monsieur Jean-Luc, on lui pose la question de savoir où il est? Non, parce que nous on sait où il est. Oui, mais est-ce que je peux le dire? Oui, vous pouvez le avec dire. Modération. Vous pouvez avec le modération. Vous êtes je suis à Beaune. Une très belle ville. Et je suis dans une cave, et pour être très franc, j'ai eu du mal à trouver un accès pour avoir un point relais pour que le téléphone attrape le signal. Allez, la cave du patriarche, on va les nommer, parce que dans moins de 30 minutes, vous avez rendez-vous avec l'émission, la seule émission en France qui parle de vin et de spiritueux, c'est Invino avec Alain Marty. Allez, parlons d'actualité voiture. Oui, on va parler. Alors, on va parler déjà d'une actualité en vous félicitant, parce que cette semaine, c'était la première de la nouvelle saison de Vintage Mécanique, et vous avez juste fait un carton monstrueux.
Ah ben vous n'avez pas eu de blessé avec un carton monstrueux. Non, c'est un carton rouge. Je vais ramener un carton de rouge, un carton de blanc. Ça nous va bien. Ah, c'est pas un carton rouge alors, c'est un carton de rouge. D'audimat en fait, d'audience. Non, effectivement, on a eu un très bon démarrage puisqu'on bat le record du meilleur lancement sur la tranche 25-49 depuis 2017, donc ça fait un joli score. Et puis voilà, une audience, on est pratiquement à 600 000 téléspectateurs. On a un pic à 720 000. Enfin, remontez, excusez-moi, monsieur Alain, remontez à la surface. Je sens que vous êtes en train de redescendre. Vous avez bougé. Pardon. Dans la cave et on commence à vous perdre. Ça va. Ok, là je vous écoute. Ça va. Donc, donc en plus il y avait une première voiture que tout le monde connaît parce qu'on a tous regardé Colombo un jour ou l'autre à la télévision, qui en plus à l'époque passait pour. On avait l'impression qu'il roulait avec une poubelle aujourd'hui qui vaut juste un bras, quoi. Parce que c'est une des voitures de collection les plus rares en France. Enfin, une voiture de collection les plus rares françaises. Oui, parce que la 403 Cabriolet, c'est une voiture. La 403, évidemment, c'est une voiture importante parce qu'elle a battu. C'est la première Peugeot qui a atteint le 1 million d'exemplaires, donc c'était important pour l'histoire de la marque. Mais le paradoxe, c'est que le Cabriolet, lui, était très très confidentiel. En fait, il a eu que 2050 exemplaires construits, donc c'était extrêmement peu. Et aujourd'hui, il en reste quelques centaines, mais c'est des voitures qui sont effectivement assez recherchées et qui sont passées à la postérité grâce à Jean-Paul Belmondo et pas que. Grâce à Colombo, dont on écoute la musique. Ma femme. Vous faites bien le geste. Voilà. Vous n'avez pas le manteau, mais voilà. Mais donc, c'est une voiture qui a marqué son époque et qui aujourd'hui est vraiment une voiture de collection sur laquelle on fait des vraies restaurations de qualité, puisque comme elle vaut un peu d'argent, ça vaut le coup de faire une vraie belle restauration et pas des restaurations comme ça a souvent été fait, mais c'était logique. Dans les années 80, on restaurait ça vite fait mal fait, je dis entre guillemets, parce que c'était une voiture qui n'avait pas une grosse valeur financière et donc on pouvait. On a perdu François. Là, je crois qu'on a perdu François. Il est tombé dans un trou. Pour moi, c'est important de. Il est revenu. Il est revenu. Mais on vous avez perdu. Ok. François, le deuxième véhicule, la deuxième dans la seconde partie, c'était quoi? Alors, on part carrément sur autre chose. Ça va être un char Saguet, un char de la marque Panhard, parce que Panhard n'a évidemment pas fait que des voitures, ils ont fait aussi du matériel militaire, et Panhard existe toujours d'ailleurs. Il y a un clin d'œil avec ce qui se passe en Ukraine ou pas? Oh non. Non, c'est totalement le hasard, parce que évidemment vous savez que les émissions débutent de nombreux mois avant, et donc l'enregistrement a commencé bien avant la guerre en Ukraine. Ouais. Donc c'est un char qui est restauré de fond en comble, donc c'est des mois et des mois de travail, exactement comme pour la 403 dans un autre style. Wow. Et donc c'est un travail de fond très 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 intense. Vous l'avez restauré où? C'était sur quel c'était chez un des spécialistes qu'on a restauré ce char, parce que c'est quand même un matériel un peu particulier, mais on a pris beaucoup de plaisir parce que c'était abracadabrantesque en termes de restauration. Il a fallu trouver des pièces. Alors le Saguet, c'est pas un truc qu'on peut conduire dans les deux sens? Il n'y a pas de poste de pilotage? Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Non. C'est pas celui-là. Et puis la semaine d'après, on fera une réplique, parce qu'on n'a jamais fait de réplique, et c'était aussi l'occasion d'expliquer aux collectionneurs et aux futurs collectionneurs ce que c'est qu'une réplique, puisque ça existe dans le domaine des Porsche, dans le domaine des Cobra, dans beaucoup de domaines, dans les Super 7, enfin, il y a beaucoup de voitures qui sont répliquées, et donc expliquer ce que c'est, pourquoi, comment ça marche, quelles sont les différences. C'est une réplique de quoi? Donc c'est une réplique de Porsche 550. D'accord. C'était la version compétition de la Porsche 356. Ce avec quoi c'est tué Exactement. C'est la voiture dans laquelle s'est malheureusement tué James Dean, et non pas la 356. Voilà, exactement. Et c'est quand l'émission? Donc ça, c'est pas jeudi prochain, c'est jeudi 20 octobre. Alors juste avant, parce qu'il nous reste à peu près une minute, on pourra revenir sur Vintage Mécanique, mais si jeudi 20 octobre, on retrouve Vintage Mécanique sur RMC Découverte, c'est ça? Absolument. Le 18 au soir, vous faites la première d'une émission spéciale que vous avez créée vous-même. Alors non, je ne suis que le présentateur, voilà, avec bien sûr. l'équipe. Donc c'est une émission qui sort au moment du mondial de l'automobile, évidemment, puisque RMC sera partenaire. Du 17 au 23, le mondial de l'automobile, à Porte de Versailles. Et d'ailleurs, on sera là, nous, sur le salon Équipe Auto, qui est juste en face du mondial, au même endroit. On aura un stand Vintage Mécanique avec des animations. Mais surtout, cette émission qui sort à ce moment-là, c'est une émission qui s'appelle La voiture préférée des Français. Et donc, on a fait un sondage avec Elab sur 2000 personnes. Et donc, on a un résultat assez étonnant des 20 voitures préférées des Français.
qui mélange des voitures emblématiques et puis des voitures, je dirais, plus récentes. On peut avoir juste un indice sans révéler... Je ne peux pas. Non. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec François. Ne dites rien. Et le 18, on vous suit sur votre émission. À quelle heure? Voilà. Donc, ce sera à 21h05 le 18. Et quel suspense. Moi, j'adore. Quel suspense. Non, mais je suis sûr que c'est une voiture avec un moteur à plat. En plus, c'est une super idée parce qu'on connaît pour France Télévisions le village préféré des Français, etc. Ça n'avait pas été fait. Nous, on est ravis. Hein. On est ravis, nous, Jean-Luc et moi, et les passionnés de voitures. Voilà. Donc, c'est nous qui allons faire la voiture préférée des Français. Et vous allez voir, dans les 20 voitures, il y a des voitures qui, évidemment, sont attendues, dont on se doute de leur présence. On ne dira rien. Oui, il y a le Fiat Multipla, je suis sûr. Il y a quelques surprises. Bon, François, donc, voilà. En tout cas, pour vous quitter, petit mot qui nous est arrivé. Non. Non, je l'aime bien, moi. Et la chanson sur la Fuego. Il y a plusieurs Renault, effectivement. Bah oui. Alors attendez, il faut que je retrouve la blague de Catherine qui nous dit est-ce que François Alain est arrivé dans cette cave de bonne heure, de bonne heure, voilà. Non mais nos auditeurs sont très en forme ce matin. On vous embrasse très très fort, François. Moi aussi, je vous embrasse tous. Et vous nous ramenez un joli flacon. On compte sur vous. Promis, on boira ça en douce. Et j'en profite pour. Oh bah non, en douce, entre amis. Entre amis. Le vin, c'est le partage. Qui aime le vin aime la vie, aime le partage. Et puis on en profite. Il y a tellement d'auditeurs sur l'émission que je pourrais pas en amener pour tout le monde. Non, mais juste l'équipe, nous on représente tout le monde ici. Voilà. Et puis j'en profite aussi pour saluer tous les viticulteurs de la belle région Bourgogne et bien sûr de France. Magnifique région. Allez, magnifique région. Au revoir, François. À très bientôt, je vous embrasse tous. Salut. À suivre, quelle auto choisir pour conclure et les news de la semaine, notre émission On parle auto. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Arrivé dans la dernière partie de notre rendez-vous, je vais me faire la voix de Serge, car Serge nous a appelé au 0826 300 300 et très gentiment nous a dit « Je suis un peu timide, Dame Laurence peut-elle être ma voix ?» J'ai dit oui. Je vais donc faire la voix de Serge. Bonjour. Ça marche pas comme ça. Il doit regretter de ne pas avoir. Il était avec nous d'ailleurs. Oui, on l'a eu au téléphone, mais il n'ose pas. Donc, je souhaite acheter un Vitara 16 VVT, 65 000 km de 2018. Quelle est la pertinence de ce projet? Ce sont les termes exacts de Serge. Je souhaite par ailleurs le passer au super éthanol E85. Bonne idée ou pas? Alors, le Vitara, un petit SUV urbain, tout le monde connaît aujourd'hui le Suzuki Vitara. C'est vrai que même moi, dans ma jeunesse, il y avait déjà le Suzuki Vitara. Alors, vous imaginez. Bon, celui-là, il est sorti, la version qui nous intéresse en 2015, et son principal intérêt, c'est sa fiabilité. C'est un véhicule extrêmement fiable. Donc là, 65 000 km, on peut considérer qu'il vient de finir son rodage tranquillement. Je ne vais pas dire vous pouvez y aller les yeux fermés, Serge, mais de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Alors, la pertinence du projet, donc oui, pour la fiabilité. En plus, c'est un véhicule qui est un petit peu sexy, 5 portes, assez pratique, assez confortable. Maintenant, le passer au super éthanol, bonne idée ou pas? Alors, si vous posez la question à Suzuki, ils vont dire très mauvaise idée. Pourquoi ils vont dire ça? Parce que vous n'allez pas dire ça? Parce que les Japonais sont très frileux sur l'éthanol, même si, et c'est le paradoxe, c'est leur voiture qui finalement accepte le mieux l'éthanol. Alors, votre concessionnaire Suzuki, si vous lui posez la question, vous dira surtout pas. Si vous posez la question à Suzuki France, ils vous diront surtout pas. Ils avaient même interdit au réseau pendant un moment de carrément réparer les voitures qui étaient adaptées à l'éthanol, donc il y avait des boîtiers éthanol. Bon, maintenant, si on pose la question au fabricant de boîtiers, alors un fabricant de boîtiers va toujours vous dire oui, ça marche évidemment. Mais alors ça, c'est le discours officiel. Maintenant, en off derrière, quand moi je leur pose la question, ils me disent effectivement, ces voitures-là, les Suzuki, en plus, ce qui peut poser problème sur les modèles les plus récents, c'est que vous avez des doubles systèmes d'injection. Donc ça oblige à développer des boîtiers différents qui coûtent 2 fois plus cher. Mais là, c'est une simple injection. Donc il n'y a pas de problème sur ces véhicules-là. Ils acceptent très bien l'éthanol et il n'y a pas de retour, il n'y a pas de panne dans l'adaptation éthanol. Alors, le discours officiel, c'est non, il ne faut pas le faire. Et maintenant, dans la pratique, ceux qui l'ont fait sont très contents parce que ça marche plutôt bien. Donc vous pouvez y aller.
Bon, ben voilà. On a une idée un peu du prix de ce genre de voiture d'occasion ou pas, l'ami Jean-Luc? On serait sur quoi, 2018, 65 000 km. Alors ça, je vous avoue que là, vous me posez une colle. Moi, j'aime bien de temps en temps. C'est la première fois en 2 ans. Hein. Je connais pas le prix de toutes les voitures d'occasion. Non, mais bon, j'imagine que aux alentours de 15 000 euros, on doit pouvoir trouver. Voilà. J'en ai trouvé une à 16 000. Ouais, wow, non, mais vous êtes fort. Non, mais sérieux, quoi. Même comme ça, même sans préparer, je vous colle pas. Respect, monsieur l'expert. Bon, ben voilà, Serge, en tout cas, vous avez votre réponse. On y va, quoi. Oui. Voilà, on y va. Petite voiture sympa et qui accepte bien le passage à l'éthanol. Bon, bah, très bien. Et d'ailleurs, tiens, petite parenthèse, de l'éthanol, on en trouve dans les stations-service, puisque les gens en mettent moins que... Oui, mais tu feras quand même la queue pour arriver à la pompe. Ah, tu fais quand même la queue. Ah bah oui, parce que là, il y a des queues, c'est un truc de fou. D'ailleurs, il fait beau ce week-end, marchez, faites du vélo, ça peut être sympa aussi. Oh, l'autre. La voiture électrique. Oui, ou pas. Allez, on va finir notre rendez-vous avec l'actu de la semaine. Sud Radio, on parle auto. Renault fabriquera bien la future 4L électrique et la Scénic électrique en France. Oui, à son arrivée à la tête du groupe, Renault, Luca Di Meo avait promis de relocaliser progressivement la production de la marque en France. Il a tenu ses promesses, ce qui n'était pas forcément le cas de son prédécesseur. Et il a annoncé cette semaine que la production du futur Scénic électrique débuterait à Douai en 2024 et que celle de la Renault 4 électrique, elle va arriver, on l'aura d'ailleurs au Salon de Paris, on aura le prototype qui sera présent. Elle débutera à Maubeuge en 2024 également. Alors ces deux modèles, ces deux modèles s'ajouteront aux 2 véhicules électriques déjà produits dans le nord de la France. La Mégane E-Tech qui est produite à Douai et le nouveau Kangoo E-Tech à Maubeuge. Il y aura même une 5e voiture électrique, c'est la future R5 électrique, dont la fabrication débutera elle aussi à Douai en 2024. On est content de voir que... Alors c'est des bonnes nouvelles qui sont la contrepartie d'un accord qui s'appelle Renouveau France 2025, qui avait été signé avec 3 organisations syndicales représentatives du personnel. C'est la CGC, FCFDT, FO. Cet accord prévoit que le travail devrait être plus flexible avec plusieurs samedis obligatoires par an, des pauses non rémunérées pour les nouveaux salariés et 1 heure supplémentaire par jour pouvant être travailler selon les conditions du moment. Donc on voit que c'est donnant, et finalement c'est très bien que les syndicats acceptent parfois des conditions de travail plus souples, ce qui permet de relocaliser le travail en France. Et c'est très bien parce que c'est quand même beaucoup mieux. On sait très bien, vous et moi et puis tous les professionnels de l'auto, que l'industrie automobile française souffre. On ferme Bosch, on a fermé d'autres usines. Si on peut recréer de l'emploi autour de la voiture, nous on est plutôt heureux. Alors que le marché français des voitures neuves a retrouvé un peu de couleur en septembre, celui des véhicules d'occasion s'effondre. Oui, on a d'un côté un petit plus 4,46% pour les véhicules neufs, mais qui représente en fait moins 18,62% par rapport à 2019. Donc c'est une progression en trompe-l'œil. Et puis de l'autre, en revanche, on a une vraie baisse de 15% pour les voitures d'occasion. On notera surtout que la tranche des véhicules d'occasion de plus de 16 ans est en revanche loin de s'effondrer puisqu'elle affiche une progression de 22%. Et ce qui est pas bon, c'est que le signe, c'est que les Français, les automobilistes français s'appauvrissent, malheureusement. Parce que là, moi, j'ai vu des prix sur des voitures d'occasion aberrants. Ouais. Plus cher que le neuf. Mais pas plus cher que le neuf. Mais c'est vrai que... plus cher que le neuf. Au prix du neuf, pardon. Oui, au prix du neuf. C'est un peu aberrant. Surtout dans la période que l'on vit tous, où on fait attention à nos bourses d'argent. Porsche dépasse Volkswagen et en valorisation boursière. Ouais, là, on s'adresse aux riches, on s'adresse aux pauvres juste à présent. Alors, on pourrait même dire que Porsche est le premier constructeur européen en termes de valorisation suite à sa récente introduction en bourse ce mercredi. La petite marque de voitures de sport, tenez-vous bien, valait 85 milliards d'euros. C'est loin devant le groupe Volkswagen qui vaut 77,7 milliards, devant Mercedes-Benz qui vaut 57,2 milliards, BMW 47,5 milliards et Stellantis 39,7 milliards. On serait tenté de dire seulement 39,7 milliards quand Porsche, qui est vraiment un tout petit constructeur, en vaut 85. Bon, ceux qui ont suivi mon conseil d'investir dans des actions Porsche il y a 15 jours sont un peu plus riches aujourd'hui. D'ailleurs, si vous pouvez me reverser une partie du gain, je vais vous laisser tout de suite sur le site de Sud Radio mes coordonnées bancaires. Super, très bien. Et puis en même temps, vous êtes plus sûr de gagner de l'argent que de jouer au loto. J'ai joué au loto hier soir pour la première fois, j'ai gagné 4 €. Ah, c'est bien. 10, exactement. Merci, l'ami Jean-Luc, on se retrouve samedi prochain. Avec grand plaisir. Et avec beaucoup de bonheur. Vous avez rendez-vous à partir de 15h pour Sud Radio Rugby. Et attention, on commencera par le match Castres-Montpellier. C'est le remake de la grande finale du top 14 de la saison dernière. Donc ça va être beau, ça va être chaud. Didier Meilran vous donne rendez-vous à 14h pour son émission La Roue des émotions, ou comment faire focus émotionnel sur l'actualité qui nous touche tous. Et puis vous avez rendez-vous maintenant avec une émission que j'adore et que j'écoute tout le temps quand je ne suis pas invité à y participer. C'est Invino. Alain Martin
Marty et toute son équipe pour parler bien sûr des vins, de ceux qui les font et des plaisirs qu'on a à les consommer avec modération.